Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu. En 1877, pour écouter un morceau, il fallait un phonographe comme celui d'Edison, qui gravait littéralement le son sur un cylindre de cire. Aujourd'hui, on a des bibliothèques musicales infinies dans notre poche. C'est fou quand on y pense. Alors comment est-on passé d'un gros objet physique à cette espèce de vapeur d'art? Comment la science a-t-elle réussi à capturer le son pour le faire tenir dans nos téléphones? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la grande question qui va nous guider. Comment une onde sonore, quelque chose de continu, d'impalpable, qui voyage dans l'air, comme ma voix en ce moment, peut se transformer en une simple suite de zéros et de 1 qu'un ordinateur peut lire? C'est tout le mystère du passage de l'analogique au numérique. Pour comprendre ce voyage, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va voir comment on transforme un son en une suite de chiffres. Ensuite, on s'attaquera à un vrai casse-tête, le compromis entre la qualité sonore et la taille du fichier. Puis, on lèvera le voile sur le coût écologique, souvent invisible, du streaming. Et pour finir, on verra ce que tout ça implique pour nous. Allez, c'est parti. Première partie, le son en nombre. On plonge au cœur du réacteur, si on peut dire. On va voir le processus fondamental qui permet de traduire le monde réel en langage machine. Comment est-ce qu'on passe d'un signal analogique, le son tel qu'il existe, à un signal numérique, notre fameux fichier? Alors pour bien saisir, il faut voir la différence clé entre les deux. Le son dans la nature, c'est un signal analogique, c'est continu. Imaginez une rampe bien lisse. On peut s'arrêter à n'importe quelle hauteur, même infime. Le signal numérique, lui, c'est tout le contraire. Il est discontinu, c'est plutôt un escalier. On ne peut être que sur une marche ou une autre, mais jamais entre les deux. La numérisation, eh bien c'est ça. C'est l'art de transformer cette rampe en un escalier le plus fidèle possible. Mais comment on fait concrètement? Cette transformation, elle se fait en 2 étapes super importantes, 2 mots à retenir. L'échantillonnage et la quantification. C'est vraiment la recette magique qui permet de traduire une onde sonore en langage binaire. On attaque tout de suite avec la première étape. L'échantillonnage, l'idée, c'est un peu comme si on prenait une rafale de photos de l'onde sonore à des intervalles de temps parfaitement réguliers, et évidemment, plus on prend de photos chaque seconde, plus notre film du son sera précis et fidèle à l'original. Cette vitesse de prise de vue, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, et on la mesure en Hertz. Pour vous donner une idée, pour un simple CD audio, on prend 44 100 photos par seconde. C'est énorme, et c'est ce qui garantit une bonne qualité d'écoute. Ok, on a nos milliers de photos. Et maintenant? Eh bien, pour chaque photo, il faut lui donner une valeur, un chiffre. C'est la quantification. On mesure la hauteur de l'onde à ce moment précis, son amplitude, et on lui attribue un nombre. La précision de cette mesure dépend du nombre de bits qu'on utilise. Pour un CD, c'est 16 bits. Ça veut dire qu'on a 2 puissance 16, soit plus de 65 000 hauteurs de marche possibles pour notre escalier. C'est cette précision qui permet de faire la différence entre un tout petit murmure et un cri assourdissant. Bon, si on résume, pour avoir un son numérique top qualité, il faut plein d'échantillons et des mesures très précises. Le souci, c'est que toutes ces données, tous ces chiffres, ça prend une place folle. On arrive donc au grand dilemme de l'audio numérique, le combat entre la qualité et le poids du fichier. Pour que ce soit bien concret, regardez cet exemple. Un fichier au format WAV, c'est-à-dire un son brut, non compressé, en qualité CD, eh bien il pèse presque 22 mégaoctets pour seulement 2 petites minutes de musique. Imaginez un album entier ou une playlist de plusieurs heures. Ce serait ingérable. Il fallait absolument trouver une solution pour alléger tout ça. Et cette solution miracle, c'est la compression. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste fou. Le même morceau de 2 minutes passe de 21,6 mégaoctets à moins de 5, et même moins de 2 mégas en format MP3. On a divisé la taille du fichier par 4, et parfois même par plus de 10. C'est une cure d'amaigrissement spectaculaire. Mais la question c'est, comment c'est possible de réduire autant sans que le son devienne inécoutable? Alors, en gros, il y a 2 grandes stratégies. D'un côté, la compression sans perte, qu'on appelle lossless. Pensez à un fichier zip, ça réduit la taille pour le transport, mais à l'arrivée, on peut reconstituer le fichier original à 100% sans aucune perte. Et de l'autre, il y a la méthode la plus courante, la compression avec perte, ou l'OSSI, comme le fameux MP3. Et là, c'est super malin. L'algorithme se base sur la psychoacoustique, c'est-à-dire la science des limites de notre oreille. Il va intelligemment supprimer les informations que, de toute façon, on n'entendrait pas. Les sons trop aigus, trop graves, ou un son très faible masqué par un son beaucoup plus fort. En théorie, on ne jette que l'inutile. C'est cette compression, surtout la compression lossy, qui a tout changé. Elle a ouvert la porte à une vraie révolution dans notre façon de consommer la musique, le streaming. Plus besoin de stocker, tout est accessible instantanément. Mais cette magie a un coût qu'on ne voit pas, et ça c'est notre 3e partie. Le principe du streaming, en soi, il est assez simple. Quand on lance une musique, un serveur quelque part dans le monde nous envoie le fichier découpé en tout petits paquets de données.
Le but, c'est que notre connexion Internet reçoive les paquets plus vite qu'on ne les écoute pour éviter les coupures. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une infrastructure mondiale absolument gigantesque. Et cette infrastructure, elle est incroyablement gourmande en énergie. Il y a un chiffre à retenir qui fait un peu réfléchir. Aujourd'hui, le numérique dans son ensemble est responsable de 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que tout le trafic aérien civil mondial. Ça veut dire que chaque fois qu'on appuie sur Play, ça a une petite mais bien réelle empreinte carbone. Cet exemple est un classique. Il date un peu, mais il est parfait pour comprendre l'échelle du truc. L'énergie nécessaire pour diffuser une seule vidéo virale des milliards de fois est tout simplement colossale. Ça nous montre bien que ce qu'on perçoit comme immatériel, juste des données qui flottent dans le cloud, a en réalité un poids très concret, un impact bien physique sur notre planète. On arrive à notre dernière partie. On a vu la science derrière le son numérique, la technologie qui le rend accessible et l'impact environnemental que ça engendre. Maintenant, on va prendre un peu de recul pour connecter tout ça et développer notre esprit critique, notre conscience d'utilisateur du numérique. Allez, la petite fiche de révision pour être sûr que tout est bien en place. Premièrement, la numérisation, c'est transformer une onde continue en escalier numérique, grâce à 2 étapes, l'échantillonnage et la quantification. Deuxième point crucial, qui dit haute qualité dit fichier très lourd, d'où le besoin de compression. Troisièmement, cette compression peut se faire sans perte ou avec une perte intelligente de données. Et enfin, le point de conscience, le streaming, aussi pratique soit-il, a un impact environnemental bien réel à cause de toute l'énergie qu'il consomme. Et voilà, on arrive au bout de notre parcours. À la question « Comment un son devient-il un fichier ?», maintenant, on a les clés pour répondre. Mais cette réponse, elle ouvre la porte à une autre question, une question plus personnelle. Maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que ça peut changer nos habitudes d'écoute ? Faut-il par exemple privilégier le téléchargement pour les morceaux qu'on écoute en boucle, pour éviter de les streamer 50 fois ? Faut-il penser à baisser la qualité d'une vidéo quand on n'écoute que le son ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est aussi ça le rôle de la science, nous donner les outils pour poser les bonnes questions et faire des choix un peu plus éclairés. J'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre ce monde numérique. Merci et à très bientôt.